Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand monsieur dans l'histoire du Canada, notamment dans l'histoire politique. Vous savez, quand en 2008, Barack Obama a pris le pouvoir aux États-Unis, a gagné les élections et est devenu président, le monde entier s'est réjoui, a applaudi, a félicité les États-Unis pour l'élection du premier président noir. Alors, si on revisite l'histoire du Canada, on va découvrir que il y a bien eu un Barack Obama ici au Canada bien longtemps avant celui des États-Unis. Donc c'est de lui que je vais parler aujourd'hui. Son nom est James Douglas. Alors James Douglas, il a vécu donc entre 1803 et 1877. Alors c'est de lui que je vais consacrer donc aujourd'hui cette entrevue à James Douglas, qui fut le premier gouverneur de l'île de Vancouver et de la Colombie-Britannique par la suite dans les années 1850-1860. Qui est donc James Douglas? Alors, James Douglas est né le 15 août 1803 à Demerara. C'est en Guyane actuelle, dans les Antilles britanniques, donc pas loin des Antilles françaises et hollandaises, à côté du Brésil. Il est décédé le 2 août 1877 à Victoria, l'actuelle capitale de Colombie-Britannique, que lui-même avait fixée comme sa capitale quand il était gouverneur de la Colombie-Britannique. La vie de James Douglas donc a commencé dans les plantations d'esclaves en Guyane. Puis elle s'est poursuivie en Grande-Bretagne, précisément en Écosse et en Angleterre, où il a continué ses études. Une partie de son adolescence, puis il s'est retrouvé au Canada. Donc on se souvient de lui donc comme étant aujourd'hui le père de la Colombie-Britannique. On l'appelle même Sir James Douglas. Le qualificatif Sir, ça c'est pour la noblesse anglaise. Quand quelqu'un a atteint un certain niveau, on lui donne ce qualificatif-là, par exemple. Sir James Douglas, donc, il a aidé à établir un établissement colonial, également le commerce et l'industrie sur la côte ouest canadienne. Il a été à titre d'agent principal de deux grandes compagnies spécialisées dans le domaine de la forêt, notamment la compagnie du Nord-Ouest et ensuite la compagnie de la baie de Hudson, que nous appelons la baie de Hudson, de 1839 à 1858. Donc c'est un grand monsieur sur le plan économique d'abord, mais aussi sur le plan politique, mais surtout sur le plan social, puisque c'est un grand fédérateur qui a servi à la fois les peuples européens, donc les colons, mais également très apprécié par les peuples autochtones de l'Ouest canadien, mais également les populations noires et même asiatiques, notamment les Chinois qui avaient commencé à émigrer dans le Pacifique canadien au milieu du 19e siècle. Donc James Douglas s'est véritablement opposé au gouvernement représentatif. Il a découragé l'annexion américaine donc de la Colombie-Britannique. Vous savez que les États-Unis ont toujours eu des projets d'annexer certaines provinces du Canada, notamment l'Ontario, une partie du Québec ou bien l'Est canadien, mais aussi la Colombie-Britannique. Donc James Douglas a véritablement joué un rôle important pour que la province de Colombie-Britannique reste dans le giron donc britannique, donc une colonie anglaise. Il a aussi présidé à la ruée de l'or vers le fleuve Fraser, à la guerre Canyon, mais aussi à la ruée de l'or vers le Caribou. Il est fait chevalier, commandeur de l'ordre de Bath après sa retraite politique en 1864. Donc, compte tenu donc de tout ce parcours, de ses belles expériences et réalisations politiques et économiques, sa contribution déterminante à la naissance du Canada moderne, je pense que nos jeunes d'aujourd'hui, l'opinion publique, aurait grandement intérêt à connaître ce qu'est James Douglas et à se l'approprier. Alors, pour ce qui est de sa famille, James Douglas est le fils de John Douglas. C'est John qui était un marchand écossais de coton et de sucre. Et il possédait une plantation à Demerara, donc une colonie hollandaise à l'époque sur le territoire de l'actuelle Guyane.
Donc la famille de James Douglas est solidement établie aussi en Écosse. Hein, et John Douglas descend des comtes d'Auguste. C'est une famille, c'est une lignée de noblesse. Son père, le lieutenant-général Sir Nell Douglas, devient commandant en chef pour l'Écosse en 1842 à travers son père. On voit bien donc James Douglas a un côté prestigieux, celui qui représente la domination, la puissance financière, le négoce, les affaires, la haute classe sociale. Mais ceci n'est pas le cas du côté de sa mère, hein, qui, elle, c'est l'inverse. En effet, la mère de James donc s'appelle Martha Ann Ritchie, qu'on surnomme Mademoiselle Ritchie, puisqu'elle ne s'était en réalité pas mariée, mais elle avait eu des enfants avec John. C'est une femme certes libre au moment de sa rencontre avec le père de James, mais elle fait tout de même partie du monde dominé, donc esclavagisé et infériorisé par les puissances européennes qui avaient commencé à dominer une partie du monde au XVe et XVIe siècle. La mère de James donc est née dans cette région de la Barbade, disons, mais de la Guyane. Les sources mentionnent qu'elle est une personne donc de couleur. Hein. Quand on dit une personne de couleur, c'est sans doute métisse aussi, en tout cas une personne qui appartient donc à la famille des afro-descendants. Donc, c'est sans doute cette rencontre qui a permis véritablement James d'avoir une relation stable aussi en Guyane, mais également 3 enfants dont nous allons parler donc il a eu avec Martha Ritchie. Mais rappelons que dans les années 1790, la mère et la fille, la grand-mère maternelle de James, a déménagé sur le territoire de ce qui est aujourd'hui la Guyane, à la recherche d'opportunités et de conditions économiques. Donc elle devient finalement hôtelière et gestionnaire d'une pension à l'extérieur de Georgetown. Bon, ça c'est l'histoire de la famille du côté maternel, nous n'allons pas trop y retarder. Ce qui est le plus important, c'est que le couple a eu 3 enfants. Alexander qui est né en 1801, James lui-même qui est né en 1803 et Cecilia Eliza qui est née en 1812. Alors, John donc, le père de James, a également eu une autre femme du nom de Jessie Hamilton, avec laquelle il s'était marié une fois qu'il est retourné donc à Glasgow en Écosse en 1809. Et c'est durant ce retour-là qu'il avait amené James pour faire des études en Écosse. Avec celle-ci donc, il eut d'autres enfants, comme je l'ai précisé. Donc c'est une véritable affection aussi qui liait James et l'une de ses filles, des filles de ce mariage-là qui s'appelle Jane Hamilton Douglas. Et c'est en Écosse que James Douglas, qui avait été amené par son père, a pu donc s'instruire, avoir une éducation scolaire qui était réservée quand même aux élites à l'époque. Alors, pour son éducation donc, en 1812, le jeune James donc est âgé à l'époque de 9 ans. Donc, il arrive à la ville de Lanark en Écosse et il va être instruit. Et à partir de ce moment, il ne retournera jamais à Demerara et ne reverra jamais sa mère. Puisqu'il va avoir un autre parcours, comme je vais l'expliquer plus tard. Mais il restera à jamais marqué par celle-ci, par l'environnement des premières années de la vie, surtout d'avoir vu de ses propres yeux les injustices énormes liées au système esclavagiste des plantations, qu'il comprendra et combattra plus tard. En Écosse, James fut envoyé dans une école préparatoire où il reçut une bonne instruction, mais aussi il commença à travailler son caractère, à forger son caractère, à se sociabiliser, puisqu'il était au milieu d'autres personnes européennes, le seul sans doute qui est différent. Donc ce n'est pas une aventure facile pour un jeune garçon qui rentre dans son adolescence. Donc très tôt, il va apprendre à se battre, à se défendre, à survivre au milieu des garçons de toutes sortes et faire son chemin à coups de cravache et d'éperon, comme on dit. James donc était un enfant très doué, ça c'est noté un peu partout sur les gens qui ont écrit sur lui, doté de qualités extraordinaires. Après avoir reçu cette bonne instruction, il poursuit donc sans doute ses études avec un précepteur français et huguenot dans la ville de Chester en Angleterre, puisque James voulait parler le français aussi. Vous savez que le français et l'anglais à l'époque c'était très très coté, comme aujourd'hui encore.
Et après, pour la Guyane et l'Écosse, donc il se retrouve dans un autre environnement, donc comme je dis, l'Angleterre. C'est là où il va encore apprendre à forger davantage son aventure, sa personne et son ouverture d'esprit. À l'âge de 16 ans, James donc, et son frère Alexander ont commencé à travailler. Ils travaillent comme apprentis dans une compagnie donc, spécialisée dans la fourrure donc, qui était dans le nord du Canada, qui s'appelle la Northwest Company. Donc ce qui allait être pour eux le début d'une nouvelle aventure qui va les conduire au Canada. Alors donc, il va avoir un parcours très atypique. Hein? Donc, comme on dit, depuis sa naissance, sa formation, jusqu'à son arrivée au Canada. Donc, James et son frère Alexander quittent Liverpool le 7 mai 1819 à bord du Matthews, un brick qui faisait voile vers le Québec. Il poursuit sa route jusqu'à Fort William où il arriva le 6 août. Dès les premières années de son séjour au Canada, James commença donc à travailler dans la traite de fourrure. Vous savez, dans l'histoire canadienne, la fourrure, c'est l'économie, c'est le cœur du développement du système colonialiste au Canada, mais aussi du système social, puisque toutes les interactions, les mélanges, les sociabilités entre les peuples autochtones vont se faire autour de la traite de fourrure. D'où il est capable de s'adapter assez vite, il se fit remarquer par sa bonne connaissance du français qui lui permet de sympathiser avec les colons français, mais aussi son ouverture d'esprit et ses qualités humaines le conduisirent à mieux apprendre, à mieux étudier donc les populations autochtones du Canada avec lesquelles il va sympathiser. Je vais y revenir encore plus tard. Toujours au sein de la compagnie donc, du Nord-Ouest, de West Company, James travailla dans des bureaux de comptabilité de Fort William, aujourd'hui en Ontario, et de l'île Across en Saskatchewan, ce qui lui permet de mieux connaître la traite des fourrures, l'importance des fourrures dans l'économie canadienne et européenne, les pratiques comptables qui ont cours. Après cette belle et riche expérience avec la compagnie du Nord-Ouest, James s'engage avec la compagnie concurrente qui est donc la Hudson Bay Company, la compagnie de baie de Hudson. Cette concurrence donc finit par devenir un conflit purement économique. Alors qu'il avait à l'époque donc 18 ans, James fut amené rapidement à choisir son camp. Et il décida de se battre pour le compte de la compagnie de la baie de Hudson, aux côtés de Patrick Cunningham, qui était un guide. Donc James obtint donc gain de cause et devint l'une des quatre personnalités, les employés les plus influents de cette compagnie. Et c'est là où commence encore une nouvelle aventure pour lui. Alors, James était aussi membre incontournable de cette compagnie-là. Il est solidement installé. Il continue de sillonner le Canada. Par exemple, le 15 avril 1825, il va quitter l'île à la Crosse pour se rendre au lac Athabasca, au fort Vermillon, dans la région de la rivière de la Paix, afin de prendre direction pendant l'été donc, pour d'autres destinations. En 1826, il arrive à Fort James, dans le district de New Caledonia. Aujourd'hui, c'est la partie continentale de la Colombie-Britannique. À peine donc arrivé, il commence à se distinguer par ses compétences et reçoit la confiance des autorités locales. Ainsi, William Connolly, qui était un agent principal de la compagnie, lui demande de se joindre à la première brigade de fourrure terrestre qui fait la liaison entre Alexandria sur le lac supérieur du fleuve Fraser et Vancouver sur le fleuve Columbia. Donc, il va être une très grande personnalité dans l'exploitation des fourrures. Alors, maintenant, il commence à amasser de l'argent, à avoir une influence, à étudier les peuples autochtones. Il décide donc de se marier. Donc, pour mieux se faire accepter aussi, il avait étudié les populations autochtones et il n'y avait pas meilleure preuve aussi que de tisser des liens avec elles, des liens de sang, par le biais du mariage. C'est ce que donc James a fait et le 27 avril 1828, il se marie avec la nommée Amelia. Celle-ci, c'est la fille de William Connolly, dont le père, donc, dont la mère Mio-Nipi est une autochtone Cree, de la nation Cree.
Non seulement il célèbre le mariage juridique, mais le couple se marie aussi dans le cadre d'une cérémonie religieuse anglicane à Fort Vancouver en 1837, ce qui est donc tout un symbole pour deux personnes d'origine et de cultures différentes. De grandes personnalités, y compris politiques, furent invitées. Par exemple, on parle de George Simpson, gouverneur de la terre de Rupert, qui était présent, etc. Ils sont nombreux, nous ne pouvons pas les citer ici tous. Après son mariage, James est adopté par les autochtones et il peut désormais servir de personne capable de résoudre les conflits qui opposent donc les peuples autochtones aux colons européens. Donc c'était une véritable personnalité qui prenait de l'ampleur un peu partout. Et en 1840, James Douglas se rend en Alaska pour négocier les accords commerciaux avec la Russian American Company, ce qui montre l'importance encore une fois de plus de James, non seulement sur le terrain national canadien, mais aussi sur le terrain international, en permettant des négociations entre les États-Unis et la Russie. En 1843, dans un contexte de l'influence américaine sur le nord-ouest du Pacifique, James Douglas se montre encore efficace pour son soutien à la couronne britannique afin que cette partie du Canada ne tombe pas dans le giron américain. Il prend ainsi des décisions énormes et très stratégiques. Il se lance dans la construction de Fort Victoria à l'extrémité sud de Vancouver, donc il va donner lieu à la ville de Victoria, l'actuelle donc ville capitale de la Colombie-Britannique. L'année suivante, en 1846 aussi, il s'illustre dans la réalisation du traité de l'Oregon. Ce traité établit le 49e parallèle comme frontière occidentale entre les États-Unis et l'Amérique du Nord britannique, conduisant donc la compagnie de la baie de Hudson se retirer de Fort Vancouver. Fort Vancouver étant une ville qui se trouve aujourd'hui aux États-Unis, qui est différente de la ville de Vancouver. La même année, James met en place une nouvelle brigade de fourrure en territoire britannique qui fait liaison entre la région du New Caledonia et Fort Langley sur le cours intérieur de Fraser. Alors, il continue son ascension et avec un parcours aussi riche et varié, donc, James du moins est décrit comme une des rares personnalités européennes capables de rassurer les peuples autochtones. Il apparaît de plus en plus donc, comme un homme politique de consensus. Alors, il devient ainsi, à partir de 1851, le gouverneur de l'île de Vancouver jusqu'à 1858, donc durant pratiquement 7 à 8 années. Donc, afin d'empêcher l'expansion américaine vers le nord, les Britanniques donc déclarent l'île de Vancouver une colonie de la couronne le 13 janvier 1849. Et loue à la compagnie de la baie de Hudson une durée de 10 ans. James, donc, qui exerce les fonctions de superviseur de la traite des fourrures depuis 1845, est nommé agent de la compagnie de la baie de Hudson sur l'île. Et c'est cette forte influence-là qui va le propulser au rang de gouverneur de l'île de Vancouver, à la place de celui qui était là, qui s'appelait Richard Blanchard. Donc c'est une longue histoire également que nous ne pourrons pas détailler ici, mais c'est finalement James qui reprend la place de gouverneur. Alors, son gouvernorat à la tête de l'île de Vancouver a connu plusieurs succès. Par exemple, en 1856, il est chargé donc par le ministère des colonies d'établir une assemblée législative élue pour l'île. Londres avait besoin d'un gouvernement responsable capable de faire avancer la colonisation britannique dans cette région du Canada. Et c'est James donc qui apporta des innovations et rassura les populations. Il était opposé au suffrage universel. Il estime que les gens souhaitent vraiment que ce soit les classes dirigeantes qui prennent les décisions concernant le peuple, donc un peu comme la monarchie anglaise de l'époque. C'est pourquoi il fixe donc des critères qui sont liés à la propriété pour exercer le droit de vote, pour être élu, et la nouvelle assemblée si exigeante que seule une poignée de propriétaires sont en mesure de satisfaire. En plus de cela, James Douglas avait réussi à faire signer plusieurs traités de paix avec les peuples autochtones ou avec les Américains, dont les intentions étaient donc de contrôler une bonne partie donc, du Canada, comme j'avais dit, y compris cette région donc, de la Colombie-Britannique. Alors, en plus de cela, on sait que c'est une époque où on découvre de l'or, notamment l'or du fleuve Fraser. Et là, il y a beaucoup d'immigrants
qui viennent des États-Unis, d'Europe, mais aussi une partie dans le Canada qui vont aller s'intéresser à cet or en Colombie-Britannique. Donc, James a amené à gérer tous ces phénomènes migratoires-là. C'est dans les années 1858 où de nombreux mineurs donc sont arrivés à Fort Victoria par bateau en provenance de la Californie, par exemple. On en estime à 25 000 arrivants pendant cette année. Donc, ces migrants sont des chercheurs d'or sur les bancs du sable Fraser. À cette époque, les colons donc sont peu nombreux sur l'île de Vancouver et dans l'intérieur de la Colombie-Britannique. Ils étaient environ 500. 500 d'entre eux vivant sur l'île de Vancouver et 150 sur le continent. Donc, ces nouveaux venus constitués sur une source d'inquiétude par les autorités politiques. Donc, c'est là où on va voir le rôle de fédérateur de James qui réussira donc à la fois à laisser les migrants s'installer, mais également à gérer tous ces mouvements d'immigrants. Parce que James savait pertinemment que les migrants américains étaient importants, mais même si parfois ils représentaient quand même une menace, parce qu'on savait que s'il y a plus d'immigrants qui viennent des États-Unis, ça pouvait être un facteur d'annexion de la Colombie-Britannique par les Américains. Et c'est tout ça qui fait donc la grandeur de James qui réussit à gérer tous ces problèmes-là. On peut également noter que à partir de ce moment, le gouverneur donc Douglas lance son opération aussi de charme pour attirer d'autres migrants, pour contrebalancer donc notamment des migrants qui vont venir de la Grande-Bretagne et d'Europe, pour qu'ils viennent s'installer en Colombie-Britannique. Mais également, il décide d'accueillir des Afro-Canadiens, des Afro-Américains victimes de racisme et de discrimination. Les premiers navires transportant ces migrants arrivent à Victoria en Colombie-Britannique en 1858. La plupart de ces migrants sont des membres des communautés noires de San Francisco qui se préoccupent alors de savoir s'ils doivent émigrer vers des cieux plus accueillants. Donc c'est à ce sens-là que James, dont la mère est une afro-descendante aussi, qui est très sensible à cette question donc, des droits des Noirs en Amérique du Nord, décide d'accueillir ces populations, de leur donner des terres et de leur demander de rester en Colombie-Britannique. Alors, James Douglas également a été quelqu'un de très important dans la guerre du Canon Fraser. James Douglas croit aussi que les chercheurs de l'or qui risquent de provoquer un conflit militaire sanglant avec la nation autochtone de Laka-Pamuk et les autres communautés autochtones des environs le long du fleuve. Donc, il fait part des préoccupations, notamment dans des lettres qu'il va écrire au gouvernement de Londres, en Angleterre. Et une de ces lettres qui date de 1858 où il mentionne que le plus grand acte sera nécessaire et qu'il craint pour éviter une guerre indienne désastreuse. Donc cela voulait dire qu'il faut que Londres l'aide à régler ce problème-là. En juin 1858, des milliers de chercheurs d'or sont venus des États-Unis et ont atteint aussi le fleuve Fraser. Et James Douglas mit en place des mesures pour maintenir l'ordre dans la région et gérer les tensions entre les nouveaux venus et les populations locales. Dans cette perspective, donc, il fit venir une canonnière pour patrouiller l'embouchure du fleuve Fraser et demander des licences aux chercheurs d'or qui se rendent sur les champs aurifères. On voit tout là donc l'importance, les initiatives, le rôle et les actions prises par James Douglas dans le bon fonctionnement, à la fois économique, politique, social et culturel de sa province. Par exemple, le 22 août 1858, une trêve est établie entre les mineurs et les peuples autochtones. Ça permet donc d'éviter des moments de conflit et de tension. Ensuite, un autre moment fort, c'est qu'à partir de 1858, James Douglas maintenant devient le premier gouverneur de la Colombie-Britannique, puisque ça devient une province maintenant gérée par la Grande-Bretagne. Et avec la découverte de l'or, donc c'est ainsi que la Grande-Bretagne décide d'annuler les privilèges spéciaux qui avaient été accordés à la compagnie de la baie de Hudson, qui va permettre donc l'émergence et la création de cette colonie-là. Et c'est James Douglas donc qui est chargé de gérer le poste de gouverneur. Donc ça, ce poste-là, il va l'occuper jusqu'en 1864, 63-64, et il est également aussi nommé le compagnon de Lord Bath en reconnaissance de son administration. Donc, James Douglas s'attend à ce que la capitale donc, de la colonie soit située sur Fort Langley. Toutefois, pour des raisons militaires, le colonel Richard Clement Maury choisit en janvier 1859
un site escarpé fortement boisé donc, sur la rive nord du lac Fraser. Le nouveau gouverneur donc s'inquiète. Il aurait également préféré Victoria en tant que centre administratif et lieu de résidence. Donc c'est ça, Victoria, qui va devenir la capitale de la Colombie-Britannique et rester encore aujourd'hui. En tant que gouverneur de la Colombie-Britannique, donc James est principalement préoccupé par le bien-être des mineurs, mais comme des populations dans leur totalité. Il compte sur les commissaires de l'or pour établir des réserves pour les autochtones et juguler ainsi les menaces de guerre, pour enregistrer les revendications minières et territoriales et juger les conflits mineurs. Alors, en 1862, James prévoit de financer par emprunt une route très importante qui allait relier donc une partie du fleuve Fraser, là où on exploite l'or, jusqu'à l'intérieur, à la chaîne Caribou, et permettre aux mineurs également de mieux se déplacer. Cette route donc allait se prolonger en 1865 jusqu'à Bakerville, une communauté minière en plein essor. À partir de 1863-1864, James Douglas donc prend sa retraite politique. Donc là, il va mener sa vie en se consacrant à la lecture, au voyage, et en Angleterre, mais aussi à Paris, en France. Et voilà, donc c'est comme ça que James Douglas a fini sa vie, une vie remplie de qualités humaines, d'apprentissage, de réussite économique, de réussite politique. Et James Douglas donc estime que le moment pour lui était venu de prendre sa retraite de ses postes de gouverneur, à la fois de Vancouver et de Colombie-Britannique. Les autorités donc l'ont félicité pour ce travail et pour le talent qu'il a fait preuve en l'intronisant chevalier, commandeur de l'ordre de Bath, ce qui lui vaudra donc désormais d'être appelé, comme je dis, Sir, qui est un titre de noblesse. Une fois à la retraite, il entreprend donc, comme je dis, le périple en Europe, et avant de revenir à Victoria, sa ville préférée, qui est aujourd'hui la capitale de la Colombie-Britannique. Donc Victoria, c'est là où il va finir sa vie, finir ses jours. Il est décédé d'une crise cardiaque le 2 août 1878. Donc ça, c'est James Douglas, une des plus grandes personnalités afro-canadiennes, afro-descendantes, qui n'est pas beaucoup connue dans l'histoire canadienne. Alors, on a beaucoup salué l'élection de Barack Obama à la tête des États-Unis, mais on ne sait pas qu'au Canada, il y a eu des grandes personnalités aussi, d'origine africaine, qui ont joué un rôle important. Et ça a été un plaisir pour nous de vous relater aujourd'hui l'histoire de James Douglas. Alors, pour les lectures que vous pouvez avoir, si vous voulez continuer, je parle de lui dans mon livre intitulé L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada, 1604-1945. Si vous lisez l'anglais, vous pouvez lire John Adams, Old Squire Tours and His Lady, The Life of James and Amelia Douglas. Il y a aussi Dorothy Blakely Smith, James Douglas. Beaucoup d'autres en anglais, British Columbia par Margaret Ormsby, ou vous regardez l'encyclopédie canadienne, le dictionnaire de la biographie du Canada, ou d'autres sources qui peuvent vous donner beaucoup d'informations sur James Douglas. Voilà, donc c'était cette petite entretien que nous avons voulu faire avec vous, notamment sur James Douglas, un des plus grands Canadiens dans l'histoire politique du pays. Merci.